Bonjour tout le monde, bienvenue au Salon Connexion, mais surtout bienvenue au panel de discussion sur la transformation numérique dans les secteurs de transport et logistique. Je suis super excité d'être par ce panel, en fait, là, parce qu'on a un concept extrêmement intéressant avec le transport maritime, le transport aérien et le transport terrestre. Encore plus excitant, on a le transport en vrac, on a le transport de passagers et on a aussi le transport de marchandises. Mon nom est Missoum Bentounes, je suis directeur principal chez La Rochelle Groupe Conseil, une firme spécialisée en transformation numérique et valorisation de données. Donc, les sujets de discussion aujourd'hui vont tourner autour de ça. Et sans plus tarder, je vais vous présenter nos invités parce qu'il y avait quelques petites erreurs justement dans la présentation de début. Et je commence par Francis Boismenu, qui est directeur architecture, stratégie et système de transport intelligent chez Exo. Donc, bienvenue Francis. Merci. Laurent Reit, qui est vice-président technologie et transformation numérique, non pas chez La Rochelle, mais chez FedNav. Et Hervé Riboulet, qui est chef de service principal analytique, information stratégique et CRM chez Air Canada. Donc, messieurs, bienvenue. Merci d'être là. Merci. Avant de commencer, j'aimerais ça que vous introduisiez un peu vos organisations parce que tout le monde connaît Air Canada, mais peu connaissent Air Canada Cargo. Plusieurs connaissent Exo, probablement pas tous, les utilisateurs, et beaucoup de gens ne connaissaient pas FedNav jusqu'à tout récemment où l'organisation a pris un virage technologique assez important et l'arrivée de Laurent. Donc voilà, sans plus tarder, je commence avec toi, Francis. Qui est Exo? Merci. Donc Exo, deuxième transporteur en importance sur le territoire du Grand Montréal, fondé, mis sur pied en fait en 2017 en charge d'opérer les transports en commun des couronnes nord, des couronnes sud du Grand Montréal. On parle des services d'autobus, de transport par autobus, transport adapté, évidemment le transport par train, les trains de banlieue qui traversent les couronnes de Montréal, ainsi que Laval, Longueuil et Montréal. En quelques chiffres, pour vous, Exo, c'est 5 lignes de train de transport, c'est 5 lignes de train, c'est 242 lignes de services d'autobus, c'est 61 lignes de services de taxibus, c'est aussi 7 terminus d'autobus, puis 52 gares de train. Pour vous donner des chiffres sur l'achalandage, Exo, c'est 43 millions de déplacements en 2019, évidemment pré-pandémie, dont 700 000 de ceux-ci qui sont en transport adapté, ce qui nous donne en moyenne là, 175 000 déplacements par jour en 2019. Merci. Laurent, toi? Bon, alors, donc je ne travaille malheureusement pas pour La Rochelle, contrairement à ce qui a été dit tantôt, même si d'avoir Missoum comme collègue, c'est certain que ça aurait été un grand avantage. Donc, je travaille pour FedNav. Nous sommes une compagnie maritime, la plus grande compagnie maritime de transport en vrac au Canada. On opère à peu près 120 navires à travers le monde. On a un grand marché canadien sur les Grands Lacs, la voie maritime du Saint-Laurent et l'Arctique. On opère aussi 13 terminaux aux États-Unis. Notre siège social est à Montréal, mais on est aussi dans 6 autres pays à travers le monde. On couvre donc l'entièreté de la planète pour le transport maritime de vrac. Nos navires s'appellent des vraquiers, donc c'est rare que vous allez avoir des containers sur nos navires, mais ça peut arriver. Et finalement, on a à peu près 2400 marins et peut-être 1400 opérateurs dans nos terminaux à travers le monde. Voilà. Super. Hervé, qui est Air Canada Cargo. Oui, bonjour tout le monde. Effectivement, Missoum l'a bien dit, tout le monde connaît Air Canada, mais beaucoup de gens ne savent pas que quand on prend l'avion, il y a beaucoup de marchandises qui se promènent ou qui est dans la soute en dessous de nous. On transporte toutes sortes de marchandises. Il y a beaucoup de homards, il y a beaucoup de produits périssables, mais aussi des pièces pour les chaînes automobiles, les produits chimiques. Il y a aussi naturellement beaucoup de pièces médicaux, des équipements médicaux avec la COVID. Donc, c'est une partie très importante pour Air Canada, le fret aérien. On a fait un chiffre d'affaires d'à peu près 900 millions de dollars l'année dernière et on est en croissance assez intéressante en ce moment encore. Donc, un domaine vraiment intéressant et peu connu, mais très important pour tout le monde, en fait, vu qu'on continue à alimenter la chaîne d'approvisionnement. Excellent. Merci, messieurs, pour l'introduction. On est encore dans un contexte de pandémie, même si on a maintenant quelques mois d'expérience.
Je n'ai donc pas le choix de poser ces questions-là, messieurs, mais quelles ont été les premières conséquences de la pandémie sur vos organisations et comment chacune de vos organisations s'est ajustée par rapport à ça? Je commencerai, avec Laurent. Ben oui. Bon, la pandémie. C'est 2 ans après ou presque on la connaît bien, la pandémie, ou on la connaît assez. FNAP, c'est une organisation privée. On a 76 ans d'histoire. Et quand moi j'ai joint la compagnie il y a à peu près 3 ans, une des choses qui m'avait le plus marqué, c'était on avait encore une sorte de dactylo connecté à un telex au cas où. Donc ça, c'était l'étendue parfois qu'on peut regarder de la technologie qu'on avait chez FedNav. Et ce qui est intéressant, c'est que la pandémie est arrivée à peu près 1 an et demi après qu'on a commencé notre transformation numérique. Il y avait peut-être quelques laptops dans l'organisation, mais c'était des desktops. Et la veille du jour fatidique où tout le monde est rentré à la maison pour travailler de la maison, nous, on a fermé tous nos laptops. Tout notre parc informatique était maintenant dans le cloud. Et lundi matin, on a tout reparti et on a continué à travailler comme si de rien n'était. Donc, la pandémie a affecté, évidemment, l'économie mondiale. Tout d'un coup, les gens voulaient prendre une pause. C'est pas le moment de transporter du grain, c'est pas le moment de transporter ça. La demande a grandement chuté. Et nous avons traversé cette portion-là. Et évidemment, comme vous le savez maintenant, vous voyez dans les nouvelles toute la partie supply chain qui est particulièrement intéressante et difficile pour certains. Mais toute cette demande-là est repartie. Donc, on a profité quand même pendant cette pandémie-là à faire tous les entretiens, les maintenances sur nos navires, et on est reparti de plus belle maintenant que la pandémie s'est terminée. Extraordinaire. Situation probablement un peu similaire, Hervé, chez Air Canada Cargo. Oui, en fait, ce qui était intéressant quand même, que vu qu'on est une branche de Air Canada, comme tout le monde sait, c'était la catastrophe. On avait des avions pleins, c'était en pleine croissance. Et puis tout d'un coup, on passait d'à peu près 100 000 passagers à 5 000 passagers par jour. Et donc, on ne savait pas trop aussi pour le cargo ce que ça voulait dire, tout ça. Mais assez vite, on s'est rendu compte que la demande était quand même soutenue encore, surtout alimentée par les masques qu'il fallait amener au Canada. Donc, on était probablement la première compagnie au monde à enlever les sièges des avions passagers et transporter maintenant de la marchandise en dessous des sièges, mais aussi au-dessus, là où normalement il y a des passagers. Donc, et puis ça, c'est quelque chose qu'au début, on pensait que ça allait durer peut-être 1, 2, 3 mois. On le fait encore aujourd'hui. On a encore 8 avions qui n'ont pas de siège et qu'on transporte tout le temps de la marchandise. Et ça continue la demande est comme Laurent expliqué, vraiment forte encore. Et puis, donc, tout ce changement-là qui s'est fait en peu de temps, c'était assez incroyable. En fait, le côté passager a chuté, du côté cargo, il y avait un boom énorme. Donc, on était dans une compagnie qui allait pas bien, puis nous, on allait super bien, ce qui était difficile à gérer aussi d'un point de vue employé, d'un point de vue investissement, etc., parce qu'on dépend quand même du grand groupe d'Air Canada. Donc, vraiment une phase assez émouvante. Excellent. Si vous êtes curieux, allez sur le site web de Air Canada Cargo. Vous allez voir les photos des avions qui ont été transformés. C'est quand même assez impressionnant. Francis, de ton côté? Oui, du côté d'Exo, là, deux impacts, là, puis je vais réitérer ceux de mes collègues là, panélistes. Évidemment, le côté humain là, qui a été d'accompagner tous nos employés en mode télétravail. Là, on sait tous que en mars 2022, on fermait nos bureaux pour 2 semaines de pandémie, 2 semaines de confinement qui a duré des mois. Si on se rappelle, là, on ne pouvait pas sortir de Montréal si on était montréalais ou rentrer à Montréal si on ne l'était pas. Donc, toute cette décentralisation-là du travail était évidemment un gros impact d'un point de vue TI, accompagner nos gens par rapport à ça, la recherche d'équipements, la recherche de portables et autres. Du côté de l'offre de service, évidemment, Exo est identifié comme un service essentiel à la population, donc on se doit de livrer le service de mobilité. Alors, ça a été de conjuguer, en fait, pendant ces périodes-là et tout au long de la pandémie, l'offre de service Exo dans un mode où l'achalandage a considérablement diminué avec les revenus aussi, mais ajusté justement pour qu'on soit en mesure de donner le service de façon sécure pour nos utilisateurs, puis aussi de façon sécure pour nos gens qui opèrent ce service-là. Excellent, merci. Et une autre question que je n'ai pas le choix de poser, on est au Salon Connexion, le Salon de la transformation numérique. Messieurs, quelle a été, en fait, où en étiez-vous avec votre transformation numérique avant la pandémie? Et est-ce que la pandémie, elle a accéléré ou ralenti votre transformation numérique?
Francis, je continue avec toi. Tu étais tourné là. Oui, c'est bon. Bien, encore une fois, deux aspects du côté Exo là, de la transformation numérique. Un, on avait déjà un programme qui est en cours depuis 2018 de transformation numérique qui couvrait deux grands blocs. Le bloc d'outillage, collaboration pour nos employés, donc mettre en place des plateformes là, de collaboration pour aller tirer une efficience de notre travail, de nos processus. Évidemment, ça nous a grandement aidé en début de pandémie là, d'avoir déjà en place des plateformes là, comme les Office 365, les Teams, les SharePoint de ce monde. Ça nous a permis de construire sur ce qu'on avait déjà déployé pour faire des solutions qui aidaient à décentraliser notre travail et nos processus. Et de l'autre côté, on avait tout ce qui était la mise en place des plateformes d'entreprise. Donc, on avait un programme où, comme je discutais avec mes confrères panélistes plutôt, où on mettait en place des systèmes structurants pour l'organisation, donc un système de gestion intégrée de services, là, ESM, pour ceux qui le connaissent en anglais, un système à la ServiceNow. Puis aussi, on s'est équipé d'une stratégie d'architecture de gestion de l'information. Donc là, on voulait absolument tirer profit des données massives qui sont disponibles dans le transport en commun. Et puis là, bien, on a mis les fondations de ces plateformes-là en place pendant la période pandémique. Évidemment, on a eu des choix à faire par rapport à l'impact de la pandémie, mais ça nous a aidé beaucoup à cibler nos interventions et à être capable de tirer profit de ces solutions-là. Excellent. Merci, Francis. Laurent, toi maintenant, tu as sûrement plein d'anecdotes à raconter. Tu es le genre de gars d'anecdotes. Oui, mais non, on va commencer plus doucement peut-être. Pas tout de suite d'anecdotes. L'industrie maritime fonctionne quand même sur une vitesse peut-être un peu moins rapide que les avions ou peut-être un peu moins rapide même que les trains. Par contre, la transformation numérique arrive dans cette industrie-là et arrive de plus en plus. On va parler de cybersécurité énormément. Mais si je reviens un peu à la base de ce qu'on avait, d'ici la fin, on a 2 go-live. Cette semaine, on a un premier go-live. On a un autre go-live dans 2 semaines. La pandémie, pour nous a pas ralenti. Donc, on a continué de faire toutes ces transformations fondamentales qu'on avait entreprises. Et d'ici la fin de cette année, peut-être à l'exception d'un système, nous allons avoir changé tous les systèmes, toutes les façons d'interagir avec les données et toutes les façons d'interagir de la business dans toute l'organisation. Donc, c'est un travail immense qui s'est fait pour la première fois dans le monde pendant une pandémie globale. Et ça a été très intéressant parce qu'on n'a pas ralenti aucune de ces initiatives-là, on les a accélérées. Et on les a accélérées parce qu'on a été en mesure de démontrer que ce changement-là était bénéfique. Que tout le monde puisse travailler le lendemain d'une pandémie, ça a été énormément bénéfique pour l'organisation pour réaliser qu'on est rendu là. On va parler seulement un peu de données par la suite. Et c'est la même chose. L'accessibilité à la donnée, maintenant qu'on est à distance, qu'on n'est pas autour de 5 ou 10 personnes qui se parlent, qui se voient constamment, qui ont cette relation-là très humaine, elle est importante. Et ça nous a permis aussi de devancer certains projets et même d'aller au-delà de cette portion-là. Tellement un bon point. On pourrait creuser longtemps sur cet élément-là. J'espère qu'on aura le temps avant la fin de ce panel-là. Hervé, de ton côté? Oui, bien, en fait, ça va un peu dans la même direction. On avait commencé une transformation numérique où on a embarqué sur une transformation d'intelligence artificielle au niveau corporatif en 2018, assez de grande envergure, dont Cargo faisait partie. Et quand la pandémie nous a touchés, donc comme je disais avant, Cargo était tout d'un coup pas le sauveteur de la compagnie, mais un peu quand même. Donc, nous, on avait tout d'un coup un nouveau modèle d'affaires à gérer, d'opérer des avions sans passagers. Donc, il fallait aussi vite avoir l'information pour les gens qui prennent la décision, est-ce qu'on opère le vol ou pas, est-ce qu'il sera assez rempli ou pas. Donc, juste en 2-3 semaines, on a mis en place tout un reporting sur Power BI, qu'on n'avait pas du tout encore avant. Avant, on avait un autre outil, puis là, on a réussi à mettre en place les 2 outils en même temps, et ça en 3 semaines seulement. Donc, on a été forcé d'accélérer ces changements-là, et ça s'est quand même bien passé. Puis par la suite, même chez Air Canada au complet, l'investissement a été comme un peu ralenti, mais on a quand même continué à investir dans la technologie. On est en train de passer sur Snowflake, on continue la transformation de l'intelligence artificielle. Malgré tout ça, malgré toutes les difficultés financières, on continue à investir dedans parce que c'est un domaine que tout le monde sait, il faut continuer à travailler dessus. Puis ça, même chez Air Canada, ça continue comme ça. Impressionnant que vos organisations continuent d'investir malgré tout ça. Maintenant, on a parlé de pandémie.
On a parlé de transformation numérique. J'aimerais qu'on rentre un petit peu plus dans le détail dans les données. Chez La Rochelle, on a un slogan qui dit les données sont au cœur de la transformation numérique et et les organisations qui les utilisent le mieux réussissent le mieux. Je ne pense pas que c'est une phrase choc. Je pense que vous êtes tous d'accord avec ça. C'est de base. Maintenant, ce que j'aimerais avoir, c'est un exemple concret dans vos organisations de la manière que vous innovez avec les données. Francis, tu as commencé un petit peu à parler de données massives. Laurent, tu as commencé à parler rapidement d'infos nuagiques, tout ça. Donc, tiens, Laurent, je commence avec toi. Oui. L'industrie, puis je veux juste revenir à ce qu'Evan nous disait, c'est l'industrie de l'aérien, du maritime ne se compare pas toujours en termes notamment de la vitesse. Un vol d'avion, c'est 6 heures. Un trajet maritime, ça va être entre 15 jours et 60 jours. Par contre, la décision, la partie vente, ou ce que nous, on appelle le chartering dans l'industrie, le moment où on connecte un cargo à un navire et on établit le prix, etc., se fait à la même vitesse que dans le milieu aérien, va se faire dans quelques minutes, quelques heures. Donc, l'accessibilité de cette information-là critique est à la même vitesse que l'aérien. Dans l'industrie maritime, ce qu'il y a eu le plus grand changement, c'est que c'était... excusez-moi l'anglicisme, du gut feeling. Donc, c'est l'expérience de 30 ans d'un opérateur qui va déterminer sa décision. Et ce changement-là, on parle de la donnée, en fait, c'est un changement behavioral, c'est un changement de comportement. C'est ça qui est critique pour nous. Et c'est là, dans cette transformation-là, où est-ce qu'on est rendu. Donc, on a réussi à établir effectivement ce que nous, on appelle le data hub, donc la capacité d'avoir toute l'information requise à un seul endroit. Maintenant, c'est la valeur de cette information-là pour la prise de décision et c'est là-dessus qu'on travaille. Juste un exemple, tout se faisait par courriel avant la pandémie. Le courriel, ça fonctionne. Quand la personne est en avant de toi, tu y réponds dans 2-3 minutes et ça marche bien. On a déployé un système qui permet d'avoir le même sentiment dans un courriel, mais dans un outil beaucoup plus similaire à un Slack ou à un Teams, où est-ce que toute l'information d'affaires pour la prise de décision se retrouve. Et ça, que ce soit pandémie ou non pandémie ou qu'on soit en personne, ça a changé la donne aussi. Donc, c'est la capacité, la rapidité et l'accès à l'information qui, je pense, va être le grand driver dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans les prochaines années. Extraordinaire. Francis, je continue avec toi. Oui, absolument. Effectivement, les données, interpréter, tirer profit des données massives chez Exo et particulièrement dans le domaine du transport, on fait beaucoup de données massives en temps réel, qu'on parle de traces GPS ou autres. Les décisions sont, je pense, je construis sur l'exemple, les décisions des fois pour les usagers de prendre un transport ou pas, de planifier leur transport, souvent bâti sur de l'information comme ça. Un exemple que j'aimerais amener qui est très contextuel dans le cadre de notre discussion sur transformation numérique et la situation de pandémie, c'est par exemple quelque chose qu'on a mis en place chez Exo à l'automne dernier pendant la pandémie. On a réutilisé des données opérationnelles pour être en mesure d'informer nos voyageurs en temps réel sur la densité des autobus au passage. Donc, on était en utilisant ces données-là qui existaient déjà, qu'on utilisait opérationnellement pour faire des métriques. On a été capable de peaufiner la donnée et de la représenter vers nos utilisateurs pour qu'ils soient en mesure justement de voir si l'autobus qui s'en vient à leur passage, est-ce qu'il y a des places assises, est-ce qu'il y a peu de places assises, est-ce qu'il reste des places debout ou est-ce qu'il est pratiquement plein. Puis ça, bien, pour l'utilisateur, dans un contexte de pandémie où il veut assurer sa sécurité puis son confort et sa confiance dans le service, c'est évidemment des informations qui sont très utiles pour sa planification. C'est un bel exemple là, de réutilisation de données dans un autre contexte, puis aussi qui est bonifié par rapport à son utilisation. Extraordinaire. Hervé, ton exemple à toi? Oui, bien en fait, je vais peut-être donner 2 exemples. Un qui est en ligne avec ce que Laurence dit, d'un point de vue accès à l'information rapide et quand on l'a besoin. Puis ce qui est important, c'est que souvent, ce qui arrive à un de nos clients, il va annuler une réservation peut-être le jour avant. Et souvent, on n'a pas assez de temps de remplir l'avion avec une autre commande. Mais donc, c'est important de donner cette information le plus vite possible aux vendeurs pour qu'ils puissent éventuellement voir pour s'assurer qu'ils ont rempli de nouveau l'espace libre. Donc, donner des informations, mais pas trop d'informations en même temps, juste des choses qui sont pertinentes quand ils l'ont besoin. Donc ça, c'est un beau défi. Puis aussi au niveau de comment on veut utiliser
données d'un point de vue plus pour la planification un peu plus en long terme, au lieu de partir du gut feeling. C'est vraiment la partie donner ce que j'appelle souvent le prescriptive BI. Donc, vraiment d'utiliser des petits cas vraiment intéressants, comme par exemple, on veut prédire le nombre de kilos qui va traverser notre station à Toronto, mais pas juste pour la journée, mais à l'heure précise et pour quel poste de travail, et en déduire combien d'employés on aurait besoin pour ce poste de travail-là à cette heure-là. Tout ça, c'est fait aujourd'hui d'une façon manuelle et un petit peu, comme on dit, le gut feeling, mais en donnant l'information relativement simple aux gens, ça va les aider à premièrement, gagner du temps et avoir, à la fin de la journée, une meilleure planification, en fin de compte. Donc, on veut amener du prescriptive BI un peu tactique chez nos employés pour qu'ils puissent prendre des bonnes décisions. Extraordinaire. Je veux juste rappeler à notre public qui est virtuel là, que vous pouvez poser des questions. On a un écran ici, donc on les voit, puis on va pouvoir les adresser avec nos invités. En attendant, je vais poser une dernière question avant de passer à ça. Ma dernière question est: l'industrie du transport se transforme comme toutes les autres industries et continue à se transformer. Je pense aux vols commerciaux, par exemple, qui reviennent chez Air Canada. Je pense peut-être à l'électrification des transports, aux nouveaux navires, toujours plus performants, plus écologiques et tout ça. Puis, probablement la nouvelle petite variante sur les containers que tu m'as parlé tantôt. Donc, tout ça continue d'avancer. Donc, ce que j'aimerais savoir, c'est what's next, comme on dit en anglais. Donc, c'est quoi? C'est quelles sont les prochaines étapes dans chacune de vos organisations par rapport à la transformation numérique? Tiens, Hervé, je commence avec toi. OK, allez, hop. Non, j'y vais. J'espère que tu vas me parler des drones. Des quoi? Des drones. Ah oui, je pourrais parler des drones. En fait, oui. Alors, c'est sûr que la partie des drones, c'est un domaine qui est très intéressant parce que on en verra de plus en plus dans notre ciel. Et on fait affaire avec une compagnie qui s'appelle Drone Delivery Canada, qui offre le transport à des endroits qui sont difficilement accessibles aujourd'hui par le camion. Donc, et c'est peut-être des transports de 500 000 kilos, mais en offrant en plus cette possibilité d'acheminer de la marchandise d'une façon flexible et rapide, ça peut être des produits médicaux qui sont nécessaires dans ces communautés qui sont éloignées. C'est quelque chose qui va aider beaucoup à améliorer la situation dans ces communautés-là. Et naturellement, les données aideront pour planifier ces déplacements, etc. Mais pour moi, c'est important aussi que l'employé doit être au cœur de tout ça. Parce que quand quelqu'un aujourd'hui va dans Facebook, il n'utilise pas, il n'y a pas de cours en ligne de 10 heures, il comprend comment ça fonctionne. Donc, si on veut améliorer l'utilisation et la satisfaction de nos clients, qui sont nos employés aussi, il faut amener les données d'une façon intuitive et facile à comprendre. Donc, ça, cette partie-là est vraiment importante à considérer dans le futur. Et puis, donc, vraiment la partie intuitive et l'utilisation des données sans que les gens ne remarquent nécessairement qu'ils utilisent des données en arrière de tout ça. Excellent. Hein? À toi, Laura? Bien, tout d'abord, poser des questions. Si jamais l'audience avait été plus en personne, j'aurais sûrement connu des gens dans l'audience et j'aurais pointé du doigt à voir s'il y avait une question. J'ai très hâte de voir dans le temps qui nous reste s'il y a des questions. Une des initiatives très intéressante, ça s'appelle la décarbonisation. Donc, l'industrie maritime est en train de se doter d'un objectif de décarbonisation complète à 2050. Décarbonisation, ça veut dire on arrête de consommer du fuel, du diesel pour naviguer. C'est énorme. C'est un objectif qui est absolument incroyable de passer d'une industrie qui a autant d'années d'opération avec un type de navire et de dire en 2050, plus de consommation de fuel. C'est particulier parce que la durée de vie d'un navire, c'est entre 20 et 30 ans. Donc aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les navires qu'on commande, les gens attendent de commander des navires pour voir ce qui se passe, c'est que ça va être possible d'avoir des navires qui ne consomment pas de fuel. Est-ce que c'est de l'hydrogène? Est-ce que c'est électrique? Est-ce qu'il y a d'autres mécanismes par lesquels on va pouvoir résoudre ce problème-là? Nous avons annoncé dernièrement l'achat de plusieurs navires, un grand nombre de navires. Et ces navires-là, déjà, consomment près de 50 moins de fuel et près de
75-76 % de réduction des gaz nocifs. Mais pourtant, ce n'est pas suffisant. On s'en va encore plus loin avec cette portion-là. Donc, ce qui s'en vient beaucoup, c'est cette portion-là. C'est le sujet de discussion, comment on va y arriver. Et je ne sais pas qui a déjà une voiture électrique ou qui n'en a pas, mais c'est pas évident. C'est beaucoup plus difficile. Imaginez la taille d'un navire, imaginez comment c'est la traversée, la densité d'énergie qu'il faut avoir à l'intérieur de ça. Mais je veux dire aussi un autre point. Nous avons aujourd'hui, vous avez vu dans les nouvelles, la congestion des containers à travers le monde. Nos navires, c'est du vraquier. Donc, on a des cales, généralement 4 immenses cales, 35 à 60 tonnes de grains, de métaux, de tout ce que le superbe navire qu'on a là. Et par contre, on vient d'affréter 140 containers sur les portes, les cales sur le navire. Donc, on est capable, en temps de demande, de rajouter par-dessus nos navires des containers. Je pense que tu avais passé la remarque tout à l'heure. On a aussi les éoliennes. On transporte les immenses pales éoliennes qui font la longueur d'un navire. On a déjà transporté une centrale nucléaire en pièces détachées. Donc, l'industrie maritime, contrairement à ce qu'on pensait, est flexible et on est capable de s'adapter rapidement à des opérations. Tout est une question d'opération et c'est ce qui va évoluer, c'est ce qui va changer dans les prochaines années, je crois. C'est vraiment extraordinaire. Quelle adaptation. Francis, de ton côté? Oui, bien, du côté du transport en commun, là, même pré-pandémie, on était déjà en grande transformation dans la mobilité. Les besoins sont changeants. Évidemment, avec la pandémie, on a vu des besoins puis les objectifs de la mobilité des gens changer grandement. On va devoir s'adapter par rapport à ça dans les prochaines années, que ce soit par du transport à la demande. Beaucoup de gens connaissent là, les principes de Mass Mobility as a Service, toutes ces initiatives-là qui s'en viennent. Bien, qu'est-ce qu'on va avoir besoin pour mieux ajuster notre offre de services de transport? C'est évidemment de comprendre notre environnement, de comprendre les gens et leurs besoins, puis de comprendre tous les facteurs externes par rapport à ça pour moduler une offre de service cohérente. Alors, si on pense à l'application des données chez Exo et ou dans le transport en commun, c'est tous des zones où on a besoin fortement de travailler à mieux comprendre ces données massives-là, autant opérationnelles que contextuelles. Je pense à des exemples. Là, on travaille déjà sur des pilotes où on regarde et on analyse les conditions de congestion routière, les conditions de trafic aussi, pour voir comment on adapte nos services par rapport à ça. On a parlé tantôt de la densité à l'intérieur de nos transports. Bien évidemment, ça nous aide à moduler la grandeur, revoir les circuits, faire des refontes de circuits. Alors, évidemment, une grosse dépendance sur les données qui va nous permettre d'évoluer puis d'adapter la mobilité pour le Grand Montréal. On a une question du public. Je ne sais pas si on a le temps de la prendre. Il est 11h59. Je sais qu'on m'a dit que ça coupe extrêmement rapidement. Donc, peut-être je start et on verra. Donc, dans un contexte de transformation numérique, voyez-vous des lacunes dans les compétences des employés pour faire face à cette évolution-là? Qui vous répond dans 30 secondes? Je peux la prendre, il nous reste 2 minutes 30. Ouais. On est quand même, on a le temps. Okay. On a le temps. Il faut se fier à la bonne source de données, monsieur. Oui, single version of the truth, ça c'est important aussi. C'est un beau buzzword. Je vais la prendre celle-là parce qu'on est en plein dedans. Puis la notion de... C'est toujours intéressant parce que je vais parler d'un de mes buzzwords préférés qui est le self-service. On va mettre du BI en place, un self-service, plus besoin d'équipe BI, les gens vont juste se servir. Ça marche peut-être un peu. Dans ma carrière, je n'ai jamais vu fonctionner réellement sans toute la partie organisationnelle autour de ça. Donc, on est tanné de payer des dizaines de milliers de dollars pour un rapport, ça ne fonctionne pas, on va juste donner accès aux données. Et la partie littératie est très, 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 très importante parce que du jour au lendemain, les gens ne pourront pas développer ces compétences-là. Il faut les aider et il faut comprendre aussi quelle est la valeur pour eux dans leur travail de cette portion-là. Et je crois fondamentalement que le développement des compétences, c'est l'axe de croissance pour la plupart des organisations et c'est quelque chose qu'il faut faire. Mais c'est qu'il faut faire en connaissance de cause. Ce n'est pas tout le monde qui fait des pivot tables aujourd'hui en Excel puis qui va pouvoir designer faire son propre dashboard le lendemain. Donc, je pense qu'il faut être conscient là-dedans puis il faut continuer à amener. L'important, c'est d'amener la bonne information aux bonnes personnes pour la prise de décision. C'est tout.
C'est la Hervé, je pense que je t'ai entendu parler justement d'accompagner les utilisateurs dans tout ça. Fait que peut-être en quelques secondes pour ce qui nous reste. Oui, en fait, très intéressant ce point-là. Puis on l'a constaté aussi. Nous, on est là-dedans dans ce sujet-là. Donc pour nous, c'est relativement facile. Donc si on fait face à un employé qui ne comprend pas, c'est comme un petit peu, on est surpris. Donc il faut vraiment il y a cette prise de conscience qui est importante. Donc il faut moduler quasiment les formations pour les employés selon leurs compétences aussi. Et comme on disait, pas non plus avoir les attentes que tout le monde soit au même niveau. Et donc, cette partie est vraiment importante. Et aussi, quand on parle du prescriptive BI, c'est la confiance dans le output qui est importante aussi. Là. Puis ça, c'est quelque chose qui est vraiment... qu'on a beaucoup de difficultés à passer le message sur la confiance. Messieurs, vous avez été extraordinaires. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, puis j'ai peur que ça coupe sec. Merci beaucoup de votre participation. Je vois qu'il y a d'autres questions à l'écran. Je veux juste vous dire que continuez à les poser. On a accès au portail après, donc je vais vous répondre personnellement chacun, puis je vais m'assurer de faire le suivi aussi avec nos conseillers, nos invités, puis sinon à travers LinkedIn, si jamais il y a une autre question qui vous vient à l'esprit. Donc merci tout le monde de votre écoute et bon salon.